Un Boeing 737 s'approche d'une piste enneigée à Chicago. Les deux pilotes sont conscients des conditions difficiles au sol et s'attendent à un atterrissage sur piste glissante. Au moment de l'atterrissage, ils actionnent les freins. Mais à leur grande horreur, ils se rendent compte que rien ne se passe. L'avion ne ralentit pas. Que se passe-t-il? Restez avec nous. Dans l'après-midi du 8 décembre 2005, deux pilotes de Southwest Airlines examinaient attentivement leur documentation de briefing. Ils étaient prévus ensemble pour 3 vols ce jour-là, et la météo à l'extérieur était absolument épouvantable. La première étape de leur vol allait les emmener de Baltimore vers l'aéroport de Chicago Midway. Et à Chicago, on s'attendait à une zone de chute de neige intense durant l'après-midi et la soirée. Ces chutes de neige pouvaient potentiellement entraîner des procédures de faible visibilité à Chicago, ainsi que des pistes assez glissantes. Les pilotes devaient donc être très prudents quant à la quantité de carburant qu'ils allaient emporter. Ils ont finalement décidé de désigner 2 aéroports de dégagement différents, de sorte que, même si la météo se dégradait à Chicago, il s'avère qu'ils pourraient au moins se rendre jusqu'au plus éloigné de ces 2 aéroports de dégagement. Et en plus de cela, ils ont pris 90 minutes de carburant supplémentaire afin de pouvoir patienter en attente, au cas où il serait nécessaire de dégager la neige à Chicago. Les 2 pilotes qui vont assurer ce vol sont très expérimentés. Le commandant de bord a 59 ans. Il totalise près de 15 000 heures de vol, dont 4 500 heures sur le Boeing 737 qu'ils vont utiliser pour ce vol. Avant de rejoindre Southwest, il avait travaillé pendant 26 ans au sein de l'armée de l'air américaine. Il était accompagné d'un copilote de 34 ans qui totalisait 8 500 heures de vol, dont 2 000 heures sur le Boeing 737, et auparavant, il avait exercé en tant que commandant de bord sur le Saab 340 pendant plusieurs milliers d'heures. Une fois que les pilotes avaient terminé leur préparation avant vol, ils sont sortis, ils ont fait le briefing avec leurs 3 membres d'équipage cabine avec lesquels ils allaient opérer, puis ils se sont dirigés vers l'avion et ont commencé l'embarquement de leurs 103 passagers prévus pour ce vol à destination de Chicago. À ce moment-là, la météo à Baltimore était également vraiment très mauvaise, ce qui a entraîné de nombreux retards avant que l'avion ne puisse commencer le repoussage. Et pendant ces retards au sol, le commandant de bord a préparé le départ. Il allait être le pilote en fonction pour ce vol et, pendant qu'ils attendaient, ils ont commencé à discuter de cette nouvelle procédure que Southwest était sur le point de mettre en place. Cette nouvelle procédure concernait le système d'autofreinage qui était installé sur le 737-700 qu'ils allaient piloter, et le système d'autofreinage est exactement ce que son nom indique. C'est un système qui applique automatiquement le freinage et assure un taux de décélération constant à l'avion. Il est contrôlé par un bouton sélecteur qui peut être réglé sur RTO, ce qui signifie décollage interrompu. Dans ce réglage, il aidera les pilotes à appliquer le freinage maximal s'ils décident d'interrompre le décollage, puis il peut être réglé sur 4 positions différentes pour l'atterrissage, 1, 2, 3 ou max. Ce système avait toujours été disponible sur le 737-700, mais il n'avait pas été utilisé pour l'atterrissage chez Southwest jusqu'à présent. Et la raison en était qu'ils exploitaient certains anciens modèles de 737 qui n'en étaient pas équipés. Et parce qu'ils voulaient assurer une uniformité dans la façon dont les pilotes utilisaient chacun de ces types de 737, ils ne l'avaient pas utilisé. Mais maintenant, toute la flotte en était équipée, donc il était temps de mettre en œuvre l'utilisation de ce système, et la mise en place de cette nouvelle procédure avait été retardée plusieurs fois par la compagnie. En fait, à l'insu des pilotes, ce jour-là, elle avait en réalité été retardée une fois de plus, mais les pilotes qui allaient effectuer ce vol étaient convaincus qu'à cette date, ils allaient commencer à utiliser cette nouvelle procédure d'autofreinage. Le retard au sol ne cessait de s'allonger, jusqu'à atteindre finalement près de 2 heures. À 17h58, les pilotes ont enfin reçu l'autorisation de pushback depuis leur porte d'embarquement. Ils ont effectué le pushback, démarré leur moteur et commencé le trajet vers la piste pour un départ depuis la porte 28 à Baltimore. L'avion a décollé normalement et monté initialement à 33 000 pieds, puis a reçu l'autorisation de monter davantage jusqu'à son altitude de croisière finale de 39 000 pieds. Une fois que l'équipage s'est installé dans le cockpit, ils ont presque immédiatement commencé à recevoir les informations météorologiques via leur système ACARS pour leur arrivée à Chicago Midway. La météo était, comme prévu, vraiment très mauvaise, avec un vent de surface du 0,90 degrés à 10 nœuds, une visibilité de 800 mètres sous une forte neige et du brouillard givrant, et une température de moins 4 degrés. En plus des informations météorologiques, ils ont également reçu un rapport sur l'état de la piste, c'est-à-dire sur les conditions de la piste auxquelles ils pouvaient s'attendre à l'atterrissage. Ce rapport était un peu mitigé, indiquant que l'efficacité du freinage à laquelle ils pouvaient s'attendre était moyenne sur la première moitié de la piste et mauvaise sur la seconde moitié.
Ce rapport avait été fourni par les avions à l'atterrissage qui avaient donné leur propre évaluation, mais aussi par les équipes qui nettoyaient la piste et effectuaient des mesures de freinage. Il est vraiment important que les pilotes soient informés de l'état de la piste, de l'efficacité du freinage sur la piste sur laquelle ils s'apprêtent à atterrir. Non seulement parce qu'il est important de savoir si vous pouvez réellement vous arrêter sur la piste disponible, mais aussi parce que cela va influencer la quantité de vent de travers et de vent arrière que vous pouvez accepter. Maintenant, vous allez probablement vous demander « vent arrière ». Qui va faire atterrir un avion sur une piste glissante avec du vent arrière? Pourquoi ne pas simplement faire un tour et atterrir dans la direction opposée, là où vous avez du vent de face à la place? Et ce serait une très bonne question, mais le problème qui existait à Chicago Midway, c'est qu'ils avaient des approches ILS dans les deux directions, à la fois vers la piste 31 centre et vers la piste 13 centre. Mais le problème, c'est que l'exigence de visibilité nécessaire pour la piste 13 centre était légèrement plus élevée que dans l'autre direction. Et avec le type de conditions météorologiques auxquelles il faisait face ce jour-là, la visibilité n'était pas suffisante pour effectuer l'ILS depuis la piste 13, ce qui aurait permis d'avoir un vent de face. Donc, s'ils voulaient faire une approche à Midway, ils étaient obligés de la faire sur la piste 31 centre à la place. Les deux pilotes ont commencé à examiner cela, et ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir un vent arrière d'environ 8 nœuds. Dans le manuel de Southwest, ils étaient autorisés à atterrir sur une piste avec jusqu'à 10 nœuds de vent arrière, à condition de pouvoir atterrir et s'arrêter dans la longueur de piste disponible. Cela n'était possible que si la piste n'avait pas une mauvaise adhérence au freinage. Si l'efficacité du freinage était mauvaise, la limitation était en fait de 5 nœuds. Les pilotes en ont discuté, ils n'étaient pas très satisfaits de cela, mais leur raisonnement était que, la première partie de la piste présente un freinage moyen et la seconde partie est mauvaise. Et comme il y avait un mélange de différents niveaux d'efficacité de freinage, nous pouvons probablement accepter 10 nœuds de vent arrière. Il faut que toute la piste soit en mauvaise adhérence pour que la limitation de 5 nœuds de vent arrière s'applique. S'ils avaient consulté le manuel, ils auraient remarqué que le manuel de performance de Southwest indiquait en fait qu'ils devaient utiliser la valeur la plus conservatrice, qui dans ce cas était mauvaise, et que si une mauvaise adhérence au freinage était signalée sur n'importe quelle partie de la piste, la restriction de 5 nœuds de vent arrière s'appliquait. Une fois que l'équipage avait décidé qu'il était autorisé à utiliser 10 nœuds de vent arrière, il devait maintenant effectuer un calcul pour vérifier qu'il pouvait effectivement arrêter l'avion sur la distance de piste disponible. Et pour ce faire, ils ont utilisé un ordinateur rangé derrière le siège du commandant de bord, appelé OPC, un ordinateur de calcul des performances embarqué. Cet ordinateur utilisait des données de performance fournies par Boeing ainsi que par d'autres sources, en plus des paramètres saisis par l'équipage. Par exemple, l'efficacité du freinage, les composantes du vent, la pression, la température, etc. Ensuite, il indiquait la distance de piste nécessaire pour s'arrêter. Et c'est ici que nous arrivons à un point vraiment crucial de cet accident, car en 2005, la FAA n'avait pas encore imposé aux exploitants, c'est-à-dire aux compagnies aériennes, d'effectuer un calcul de performance en vol avant l'atterrissage. Ils étaient tenus de faire un calcul de performance pour s'assurer avant le départ qu'ils pourraient atterrir, mais une fois en vol, il revenait à chaque exploitant de faire ce calcul de performance. Et comme il n'y avait pas de règles établies sur la façon de procéder, tous les exploitants le faisaient différemment, et certains exploitants ne le faisaient même pas du tout, ce que je trouve incroyable. Dans le cas de Southwest Airlines, ils avaient créé cet outil OPC, mais ils n'avaient pas utilisé uniquement les données de performance de Boeing. Ils avaient en fait utilisé également des données de performance provenant de tiers, qui se sont avérées moins conservatrices que les données de Boeing. En plus de cela, cet ordinateur limitait également la composante de vent arrière qu'il pouvait prendre en compte lors de ses calculs lorsque l'efficacité du freinage était signalée comme mauvaise à 5 nœuds. Donc, lorsque les pilotes ont saisi 8 nœuds de vent arrière dans l'ordinateur, celui-ci l'a automatiquement ramené à 5 nœuds, car c'était le vent arrière maximal autorisé en cas de mauvaise efficacité du freinage. Cependant, cela n'a probablement pas été remarqué par l'équipage. Parce que lorsque l'équipage a fait ce calcul, il en est ressorti qu'avec une mauvaise efficacité du freinage, il pourrait arrêter l'avion sur la piste disponible, mais il ne leur resterait que 12 mètres de marge à la fin de la piste. Cela a rendu les deux pilotes très mal à l'aise, mais ils ont commencé à en discuter et ils sont tous les deux tombés d'accord sur le fait que, puisque la première partie de la piste était jugée correcte et la seconde mauvaise, cela signifiait que le calcul pour toute la piste en considérant qu'elle était mauvaise leur donnait un peu de marge. Et en plus de cela, les anciens modèles de Boeing 737 dans la flotte de Southwest n'utilisaient pas les inverseurs de poussée dans leur calcul d'atterrissage.
Cela signifiait que l'inverseur de poussée, s'il était utilisé, était en quelque sorte un bonus, donc les calculs de performance qu'ils obtenaient étaient toujours prudents, car ils avaient toujours l'inverseur qui allait encore réduire la distance d'atterrissage. Le problème cependant était que sur le Boeing 737-700, le calcul de performance incluait en réalité l'utilisation de l'inverseur de poussée, mais cela n'avait pas été correctement communiqué aux équipages. Cela a été démontré par plusieurs entretiens avec d'autres équipages de Southwest après cet incident, donc il est très probable que ces pilotes pensaient effectivement qu'ils n'avaient que 40 pieds de marge, mais qu'ils avaient aussi l'inverseur de poussée, ce qui leur donnerait une marge supplémentaire confortable pour s'arrêter. Avant d'entrer dans la séquence de l'accident de ce vol, je voudrais simplement partager ce court message de mon sponsor, qui me permet de réaliser ce genre de vidéo pour vous. Si comme moi vous adorez les excellents documentaires, vous devez absolument découvrir le sponsor d'aujourd'hui, à savoir CuriosityStream. CuriosityStream est un service de streaming par abonnement de haute qualité, proposant des milliers de titres réalisés par certains des meilleurs cinéastes du monde. C'est littéralement le Netflix pour les passionnés, le Hulu pour les amateurs d'histoire ou le Disney+ pour les scientifiques qui sommeillent en nous. CuriosityStream propose chaque semaine de nombreuses nouvelles émissions, y compris des créations originales exclusives que vous ne trouverez que là-bas. J'ai récemment commencé à suivre une excellente série appelée Engineering the Future, où l'on suit des pionniers de l'ingénierie et leur vision sur la façon dont nous pouvons créer un avenir meilleur grâce à la technologie. C'est vraiment fascinant. Maintenant, ce qui est vraiment incroyable ici, c'est que CuriosityStream est extrêmement abordable. C'est seulement 20 $ par an pour le grand public. Mais pour vous qui suivez ma chaîne et utilisez le lien dans la description ci-dessous, qui est curiositystream.com/mentourpilot et utilisez le code promo mentourpilot. Vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 25% sur ce prix, ce qui le ramène à seulement 14,99 $ par an. Cela fait 1,25 $ par mois, ce qui est incroyable. Maintenant, revenons à la vidéo. Maintenant, parlons un peu de l'aéroport de Chicago Midway. L'aéroport disposait de 5 pistes opérationnelles au moment de l'accident. 2 des pistes étaient parallèles, orientées dans la direction 0,40° et, à l'opposé, 2,20°. Et 3 pistes parallèles orientées dans la direction 1,30° et 3,10°. La piste sur laquelle cet équipage se préparait à atterrir était la piste centrale parmi celles orientées vers 3,10°. Le problème que rencontrait Midway était qu'il avait été construit essentiellement à l'intérieur d'un carré et qu'à l'extérieur du périmètre de l'aéroport, il y avait beaucoup de logements et d'autoroutes. Cela signifiait que la aire de sécurité normale en bout de piste, qui est censée s'étendre sur environ 1000 pieds au-delà de chacune des pistes actives, ne pouvait pas être réalisée. À la place, ils avaient obtenu une dérogation, et l'aire de sécurité en bout de piste ne faisait que 82 pieds. Mais la FAA avait demandé à l'aéroport, au cours des années précédant l'accident, s'il pouvait envisager une alternative à l'aire de sécurité en bout de piste qui pourrait être mise en place. Et ils avaient commencé à étudier un système appelé EMAS, ce qui signifie Système de matériaux d'arrêt d'ingénierie. Il s'agit essentiellement d'un type de matériau en béton qui s'effondre lorsqu'un avion roule dessus. Et comme il s'effondre, cela va commencer à générer un fort freinage au niveau des roues. Donc, cela arrêtera potentiellement un avion beaucoup plus rapidement que s'il roulait sur un sol normal. À 18h05, l'avion a entamé sa descente vers l'aéroport de Chicago Midway. Pendant la descente, les pilotes discutaient des conditions de la piste et il est assez évident qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits de la situation. Ils discutaient également de l'opportunité d'utiliser le système d'autofreinage pour la toute première fois dans de telles conditions. Mais le commandant de bord a finalement dit « Oui, nous allons le faire, mais je vais surveiller le système de très près. Et si cela ne fonctionne pas comme je le souhaite, j'appliquerai moi-même le freinage manuel maximal. » À 18h33, l'avion a reçu l'autorisation de descendre à 10 000 pieds et ils ont également été autorisés à entrer dans un circuit d'attente car le déneigement était en cours sur la piste. Lorsque l'avion est entré dans le circuit d'attente, l'équipage a pris connaissance des dernières informations météorologiques et des conditions de la piste et c'était assez similaire à ce qu'ils avaient déjà reçu. Le vent arrière était toujours de 8 nœuds, donc les calculs d'atterrissage qu'ils avaient déjà effectués restaient valides et l'équipage se sentait confiant pour poursuivre l'approche. Maintenant, avant d'aborder l'approche et l'atterrissage, je voudrais m'arrêter ici et vous expliquer les 3 phases différentes que tous les pilotes doivent réussir pour qu'un atterrissage se déroule correctement. La première phase est en fait la phase d'approche. C'est là que nous devons arriver. Nous devons être stabilisés. Cela signifie que l'avion doit avoir la bonne configuration, nous devons être à la bonne vitesse, nous devons être sur la bonne trajectoire et nous devons avoir terminé toutes nos checklists.
C'est parce qu'il est vraiment important pour nous d'avoir tous ces paramètres réglés afin que nous puissions continuer à surveiller l'avion pendant notre approche de manière stable pour que nous puissions voir que la prochaine phase de l'atterrissage va être réussie. La deuxième phase, c'est l'atterrissage, n'est-ce pas? Cela signifie que l'avion franchit le seuil à environ 50 pieds, puis, selon la FAA, nous avons entre 1000 et 1500 pieds de distance dans les airs. Donc, nous survolons la toute première partie de la piste afin de faire toucher l'avion exactement sur les marques de la zone de toucher des roues. Idéalement, c'est le point visé, mais cela peut aussi être un peu avant ou un peu après et nous devons faire toucher l'avion dans cette zone. Et c'est important parce que nous devons passer à la troisième phase de l'atterrissage qui est la phase d'arrêt. Maintenant, à condition que les deux premières phases se soient bien déroulées, que nous ayons touché là où nous étions censés le faire sur le marquage de la zone de toucher des roues, la prochaine étape consiste à arrêter l'avion. Et nous faisons cela à l'aide de nos freins, de nos spoilers sur les ailes. Les spoilers sont censés se déployer afin de supprimer toute la portance des ailes, de sorte que tout le poids de l'avion repose sur les freins. Cela signifie que lorsque nous appliquons maintenant le freinage maximal ou autant de freinage que nécessaire, nous obtenons le maximum d'efficacité de nos freins. Et dès que nous avons le toucher du train principal, nous sommes censés activer nos inverseurs de poussée. Et nous faisons cela à l'aide de quelques leviers situés à l'avant de nos manettes de poussée. Maintenant, le fonctionnement des inverseurs de poussée est le suivant. Lorsque nous les sélectionnons, cela va lancer la séquence de déverrouillage des manchons d'inverseurs de poussée. Donc, dans le cas du 737, cela signifie que quelques portes vont se déplacer vers l'arrière et ces portes de blocage vont alors rediriger le flux d'air du ventilateur des moteurs vers l'extérieur et vers l'avant. C'est cela qui génère en fait la force opposée qui nous permet de décélérer, mais il s'écoule un certain temps entre le moment où vous sélectionnez les inverseurs de poussée et la fin de cette séquence initiale. Et pendant ce temps, vous ne pouvez pas continuer à sélectionner plus de poussée inverse parce que le mécanisme n'est pas encore prêt. Une fois que les inverseurs de poussée sont en place, vous pouvez alors sélectionner autant de poussée inverse que nécessaire, jusqu'à un maximum d'environ 82% de N-on. Si toutes ces étapes sont effectuées correctement, donc vous touchez la piste, les spoilers se déploient, les inverseurs de poussée sont amenés jusqu'au cran d'interverrouillage, vous commencez à freiner soit avec le système de freinage automatique, soit manuellement si nécessaire, puis vous sélectionnez rapidement la poussée inverse maximale, ce qui permet d'obtenir la décélération la plus efficace de l'avion. J'ai mentionné qu'il faut être assez rapide pour sélectionner les inverseurs de poussée, et la raison à cela, c'est que lorsqu'un avion arrive en approche, les moteurs utilisent ce qu'on appelle le ralenti d'approche. Cela signifie que le ralenti des moteurs est assez élevé. Mais environ 5 secondes après l'atterrissage, la logique passe du ralenti d'approche au ralenti au sol, où le N1 du moteur est autorisé à redescendre à une valeur bien plus basse. Et si vous n'avez pas sélectionné les inverseurs de poussée immédiatement, alors les moteurs pourraient redescendre à cette valeur plus basse. Et lorsque vous les sélectionnez, il ne faudra pas seulement attendre les secondes nécessaires au déverrouillage des manchons d'inverseurs de poussée, mais il faudra ensuite beaucoup plus de temps pour que les moteurs accélèrent à nouveau afin d'atteindre la poussée inverse maximale. Et c'est vraiment important de s'en souvenir. En ce qui concerne les freins de l'avion, ils fonctionnent de manière très similaire à ceux d'une voiture moderne, ce qui signifie qu'il y a un système anti-dérapage connecté à chaque roue individuelle. Cela signifie que lorsque les pilotes ou le système de freinage automatique appliquent une pression sur les freins, le système anti-dérapage va détecter si les roues commencent à déraper ou non. Et s'il y a une indication que les roues commencent à déraper, c'est-à-dire à s'arrêter, alors la pression de freinage sera automatiquement relâchée sur cette roue jusqu'à ce qu'elle recommence à tourner, puis la pression de freinage sera de nouveau appliquée, ce qui permet d'obtenir le freinage le plus efficace possible. Le problème, bien sûr, survient lorsque l'adhérence est tellement mauvaise que, dès qu'une pression de freinage est appliquée sur les roues, elles commencent à déraper. Dans ce cas, il se peut que vous n'obteniez pratiquement aucun freinage des roues et que la seule chose qui arrête l'avion soit la traînée de l'appareil combinée à l'inversion de poussée. À 18h54, le vol Southwest 1248 commence à recevoir ses derniers vecteurs pour l'approche ILS sur la piste 31 centre. Les pilotes commencent à sortir les volets conformément aux procédures normales, ils commencent à ralentir l'avion et ils reçoivent finalement l'autorisation d'intercepter l'ILS. Alors qu'ils sont établis sur l'alignement de piste, ils reçoivent les nouvelles indications sur l'efficacité du freinage, qui sont comme précédemment, moyenne au début de la piste et mauvaise vers la fin. Ils reçoivent également une mise à jour du vent.
110 degrés à 11 nœuds, ce qui correspond à peu près au même type de vent arrière que celui utilisé lors de leur calcul. Ensuite, ils continuent leur descente le long de la pente de descente. Ils sont transférés à la tour de Midway et une fois qu'ils prennent contact avec le contrôleur de la tour, l'avion est entièrement stabilisé à la bonne vitesse, la checklist est terminée et ils sont prêts pour l'atterrissage. À 19h, 12 minutes et 28 secondes, l'avion touche le sol exactement là où il est censé le faire, sur les marques de la zone de toucher des roues, à une vitesse d'environ 124 nœuds. L'atterrissage a été assez ferme et immédiatement après le toucher des roues, le commandant de bord saisit les manettes d'inversion de poussée, il les déploie puis essaie de les tirer en arrière pour obtenir la pleine poussée inverse, mais ils sont d'abord un peu coincés. Probablement pour la raison que j'ai expliquée précédemment, à savoir qu'il faut un certain temps pour que les manchons des inverseurs de poussée se mettent réellement en position. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il fait cela, il concentre maintenant son attention sur le freinage. Car souvenez-vous, ils ont sélectionné Auto Brake Max, et c'est la première fois qu'ils utilisent le système d'Auto Brake. Donc il s'attend à une réaction et observe attentivement ce que fait le système. Et au début, il dit qu'il peut sentir le système antidérapage fonctionner alors qu'il s'active et se désactive, puis il a l'impression qu'il n'applique plus du tout de freinage. Et les deux pilotes disent qu'ils ont l'impression que l'avion accélère sur la piste. Il est probable qu'en réalité, il n'accélère pas. C'est simplement qu'un manque de décélération ou une diminution du taux de décélération peut parfois être ressenti comme une accélération. Quoi qu'il en soit, le commandant de bord se concentre maintenant sur le freinage manuel maximal et essaie d'arrêter l'avion, mais en faisant cela, il a complètement oublié les inverseurs de poussée. Le copilote a également remarqué la diminution de la décélération et il regarde le commandant de bord en disant « Est-ce que tu appuies là? Est-ce que tu appuies sur les freins ?» Puis il baisse les yeux et se rend compte que les inverseurs de poussée sont toujours au ralenti. Il tend la main, retire celle du commandant de bord des inverseurs de poussée et sélectionne la poussée inverse maximale. Cela se produit environ 18 secondes après l'atterrissage, ce qui est très long lors d'un atterrissage sur une piste glissante. Maintenant, les deux pilotes appliquent le freinage manuel maximal, mais le commandant de bord se rend compte que cela ne suffira pas. Il s'exclame « On ne s'arrête pas, mec !» et « D'accord, garde le droit », alors que l'avion continue au-delà de la fin de la piste à une vitesse d'environ 53 nœuds. L'avion poursuit maintenant sa course à travers la très courte zone de sécurité, puis traverse un écran par souffle et une antenne de navigation, franchit une route périphérique de l'aéroport, puis dépasse la clôture périphérique de l'aéroport, avant de finir sur une autoroute très fréquentée à l'extérieur de la zone aéroportuaire. Malheureusement, sur cette autoroute, une famille voyage dans une voiture en direction du nord qui entre en collision avec l'avion alors qu'il s'arrête sur la chaussée. Dès que l'avion s'est complètement arrêté, l'équipage lance une évacuation d'urgence et tous les membres d'équipage ainsi que les passagers parviennent à quitter l'appareil. Malheureusement, à l'intérieur de la voiture percutée par l'avion, un jeune enfant est tué et l'un des adultes présents est grièvement blessé. L'enquête sur cet accident a abouti à des conclusions vraiment intéressantes. Tout d'abord, il a été établi que l'équipage n'aurait pas dû entamer l'approche, étant donné que l'efficacité du freinage était signalée comme faible sur une partie de la piste et qu'il ne pouvait accepter que 5 nœuds de vent arrière dans ces conditions. Il a également été constaté qu'il est probable que le commandant de bord ait été distrait par l'utilisation du système d'autofreinage, ce qui lui a fait oublier de continuer à sélectionner les inverseurs de poussée après leur activation. Si, au lieu d'attendre ces 18 secondes, les inverseurs de poussée avaient été immédiatement sélectionnés en poussée inverse maximale et maintenus jusqu'à ce que l'arrêt soit assuré, il a été démontré lors de calculs ultérieurs que l'avion aurait pu s'arrêter dans la distance de piste disponible. Il semblait également y avoir un manque général de formation concernant les procédures liées à une baisse du vent au sein de Southwest Airlines à l'époque. Car lors des entretiens, beaucoup de pilotes ont indiqué qu'ils ne savaient pas qu'il fallait utiliser le niveau de freinage le plus défavorable pour calculer la valeur maximale de vent arrière autorisée. Et aussi, beaucoup d'entre eux ne savaient pas que le Boeing 737-700 incluait en fait le crédit des inverseurs de poussée dans le calcul des performances de distance d'atterrissage. Mais probablement l'aspect le plus frappant de toute cette enquête était le fait que la FAA n'avait pas imposé à tous les exploitants d'effectuer un calcul approprié des performances d'atterrissage en vol avant l'atterrissage. Cet incident a conduit la FAA à envoyer une recommandation à l'industrie indiquant que tout le monde devait faire ce calcul et qu'il fallait ajouter une marge de sécurité de 15% à ce calcul. Il a également été recommandé à l'aéroport de Chicago Midway de mettre en place le système EMAS, un système d'arrêt à matériaux absorbants. Et certains calculs effectués après l'accident ont indiqué que si le système EMAS avait été en place dans la zone de sécurité limitée qui était disponible,
Cela aurait suffi à arrêter l'avion même lorsqu'il a quitté la piste à 53 nœuds. À la fin de chaque vidéo, j'ai toujours tendance à dire que cet accident a rendu l'industrie aéronautique plus sûre, et c'est effectivement le cas pour cet accident aussi. Cependant, les sorties de piste font partie des rares types d'accidents qui empirent réellement. Nous avons de plus en plus de sorties de piste chaque année par rapport à avant. Et cela montre simplement que nous, en tant que pilotes, devons être extrêmement prudents et conscients des menaces lors de l'atterrissage, surtout sur des pistes glissantes ou avec du vent arrière. Nous devons effectuer des évaluations appropriées des pistes avant l'atterrissage. Nous devons être conscients des menaces pendant les 3 différentes phases de l'atterrissage. Et nous devons adopter une approche prudente, quelle que soit la piste sur laquelle nous allons, afin de nous assurer que nous pouvons arrêter l'avion avant la fin de la piste. La gestion des menaces et le leadership sont des sujets que j'enseigne dans les formations que j'ai commencé à proposer. Si vous souhaitez participer à l'une de ces formations à l'avenir, rendez-vous sur mentorpilot.com et inscrivez votre adresse email. J'aimerais beaucoup vous voir lors de l'une de mes prochaines formations. Regardez maintenant cette vidéo, c'est une histoire vraiment incroyable que je pense que vous allez apprécier. J'espère que vous vous êtes abonné à ma nouvelle chaîne, Mentor Now, où je traite davantage de sujets d'actualité, et si vous souhaitez soutenir le travail que je fais sur la chaîne, alors pensez à rejoindre ma formidable famille Patreon ou à vous offrir quelques produits dérivés. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.